Les aventures microfluidiques du projet Lutécium, troisième et dernier chapitre. Dans nos deux premières vidéos, on vous a expliqué pourquoi les systèmes micrométriques étaient intéressants du fait de leur taille et comment on faisait pour en construire. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire avec. Alors c'est parti. On va utiliser notre puce microfluidique pour produire des gouttes d'eau dans de l'huile. Pour commencer, on va avoir besoin de voir ce qui se passe dans la puce. Il nous faut donc un microscope. On va y faire rentrer l'huile et l'eau grâce à des pouces seringues qui contrôlent le débit des liquides de façon très précise. L'eau est teintée en bleu pour qu'on la voie bien, on la filtre pour éviter que des impuretés viennent boucher la puce. Après, on va connecter l'entrée des canaux aux deux seringues et la sortie à des flacons où on va recueillir les gouttes. Maintenant, tout est prêt. On va commencer par envoyer l'huile. Voilà ce qui se passe à travers le microscope. L'huile chasse l'air du canal qu'elle est en train de remplir. Et c'est là où la focalisation hydrodynamique va avoir lieu. On voit l'huile qui arrive dans les deux canaux latéraux, puis envahit tout. En bas, le canal où l'eau va s'écouler, et en haut, la grande piscine où on va recueillir les gouttes. C'est bon pour l'huile. Maintenant, il suffit juste de faire venir l'eau. Ici, c'est l'endroit où le tuyau se connecte avec le canal. L'eau ne devrait pas tarder à arriver, et la voilà. Il ne nous reste plus qu'à retourner à la zone où elle rencontre l'huile et on a nos gouttes. Bon, mais la microfluidique, c'est pas seulement tout petit, c'est aussi souvent très rapide. Tellement rapide qu'on n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe à vitesse normale. Alors, passons à la caméra rapide. On voit que l'huile est en train de pincer l'eau, puis d'en séparer une goutte, puis une autre, et ainsi de suite des centaines de fois par seconde. Autre chose, si les gouttes ne fusionnent pas les unes avec les autres après leur création, c'est parce qu'on y a mis des molécules amphiphiles. Bon, en gros, on a rajouté du savon. Ces molécules aiment à la fois l'huile et l'eau. Elles vont donc se placer à l'interface entre les deux liquides, ce qui va nous permettre de conserver nos gouttes. Ensuite, qu'est-ce qui arrive à nos gouttes après la fabrication? Elles vont voyager dans la grande piscine jusqu'à la sortie de la puce. Si on arrête de regarder à travers le microscope, ça donne ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les recueillir dans un flacon. On attend 1 heure que le flacon se remplisse, goutte par goutte. Et voilà le travail, on a nos micro-gouttes. Ok, et maintenant pourquoi est-ce que fabriquer des micro-gouttes c'est particulièrement intéressant pour une expérience de recherche ou pour une application industrielle? Le point essentiel, c'est qu'une goutte est un petit volume fermé, on peut donc facilement le manipuler. On sait par exemple couper une goutte en deux, ou bien à l'inverse fusionner deux gouttes, comme ici. Comme ça, si on veut faire réagir deux composés chimiques, on en utilise des volumes très faibles. Ils sont rapidement bien mélangés, ce qui rend les réactions plus efficaces. En jouant sur les débits des liquides, on peut faire varier leur concentration d'une goutte à l'autre, ce qui permet d'explorer de nombreuses conditions expérimentales de façon automatique. On sait aussi mettre des choses dans une goutte. Par exemple, des cellules. On peut se servir de la goutte comme d'un transporteur. On enferme une cellule, on la fait voyager et on la libère où on veut. Ou sinon, on peut s'en servir comme d'une mini boîte de pétri dans laquelle on peut faire de la culture cellulaire. Et depuis peu, on sait même trier des gouttes de couleurs différentes. Mais la microfluidique, ça ne se limite pas aux gouttes. Voici une autre puce, où cette fois-ci les liquides ne vont pas être dispersés en gouttelettes. On a 3 entrées. De l'eau arrive par les canaux du haut et du bas, et de l'eau avec du colorant bleu arrive par le centre. Les canaux se rejoignent dans une chambre où on a mis un obstacle. Cette situation est plutôt banale, on a juste de l'eau qui arrive sur un obstacle par 3 tuyaux. Mais ce qui se passe n'est pas vraiment intuitif. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que tout est très calme. On ne dirait même pas qu'il y a un écoulement. L'obstacle ne crée pas de remous ou de tourbillons. Et dernièrement, ça devrait se mélanger, non? Ces 3 fois de l'eau, c'est forcément miscible. Mais pourtant, chaque liquide reste en ligne, bien séparé des autres. Tout ça, ce sont des caractéristiques de ce qu'on appelle un écoulement laminaire. Mais dans la vie de tous les jours, on est plutôt habitué aux écoulements turbulents. Si on place un obstacle dans un canal, on voit des tourbillons derrière. Et si on met un colorant dans l'eau, il se mélange très vite quand on touille. 2 grandeurs physiques ont une importance fondamentale sur le comportement des fluides. La viscosité, qui est la capacité à résister à un écoulement, et l'inertie, qui est la tendance à perdurer dans un mouvement. Si la viscosité joue un rôle bien plus important que l'inertie, on est en régime laminaire. Si c'est l'inverse, on est en régime turbulent. Et il existe exactement 3 manières de faire dominer la viscosité sur l'inertie. Choisir un fluide très visqueux, aller très lentement, ou s'écouler dans un tout petit canal, ce qui nous ramène à la microfluidique. Puisqu'en microfluidique, on est par définition tout petit. C'est donc toujours la viscosité qui l'emporte, et tous les fluides s'écoulent de façon laminaire. Et en particulier, ils ne se mélangent pas. À notre échelle, quand on veut mélanger, on touille. Mais à l'échelle micrométrique, on étire. Voici 3 liquides miscibles qui s'écoulent les uns à côté des autres.
Pour les mélanger, il suffit de les étirer, puis de les replier, puis de les étirer à nouveau, puis de les replier, et ainsi de suite. En fait, c'est exactement comme pétrir du pain, ce qui fait qu'on appelle ce procédé la transformation du boulanger. À la fin, on a un millefeuille de couches très fines où l'agitation des molécules suffit pour terminer le mélange. Et voilà, c'est la fin de nos aventures microfluidiques. On espère vous avoir donné un bon aperçu des enjeux et des méthodes de la microfluidique. Il nous reste à vous parler de sujets de recherche actuels dans le domaine. Si ça vous intéresse, regardez les interviews que l'on diffusera dans les prochains mois. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas manquer les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou son contenu, vous pouvez nous laisser un commentaire.